Et voilà. Brian. Waouh. Bon appétit. Merci beaucoup. Bonjour Cécile. Bonjour Brian. On est sur, on va dire, le deuxième jardin. Oui, on peut dire ça, oui. Aux alentours d'Albi. C'est ça. Damien a déjà fait une vidéo avec vous sur l'Asie minier. L'année dernière, oui. Exactement. Et vous m'avez appelé avec Sébastien pour me dire qu'il y avait encore une multitude de choses à dire, vu que c'est quand même un arbre qui commence à rencontrer un franc succès en France. Donc on va le détailler. C'est sûr, oui, il y a plein à dire sur l'Asie minier. Et puis Brian était venu surtout au printemps quand il était en fleurs. Là, on est... Damien, pardon. Et là, on est tout début septembre et les assimines sont mûres. Donc c'est le nom du fruit. Oui, c'est le nom du fruit. Donc je vais vous expliquer un peu. Là, voilà, tu peux peut-être balayer. Voilà, là il y en a plusieurs variétés différentes. Lesquelles? Alors là, celui-là, le premier, c'est un sunflower. D'accord. Celui-ci, qui est très grand, très beau, c'est un deux semis, qui a le même âge que le sunflower, c'est-à-dire 6 ans. Okay. Voilà ce que ça peut donner. Lui, des fruits. Il y en a un peu par là. Ah, il y en a des asimines alors. Là. Ah, on les voit. Ah, ceux-là, par rapport à ceux que tu m'as déjà montré, c'est pas très... Ils sont un peu moins grands. Oui, regarde là derrière, ceux du sunflower. Magnifique. Alors, tu dis qu'il y en a plusieurs, c'est quoi leur différence? Alors, leur différence, c'est vraiment au niveau de la maturité et aussi du port de l'arbre. Mais d'abord, j'ai envie de dire quelques généralités sur l'Asie minier. Donc, son nom, Asimina triloba, c'est... Hop. Reste là, bouge pas, comme ça on verra tout bien. Hop, super. Voilà. Donc j'ai amené le petit panier parce qu'on va faire une récolte et puis on va aller jusqu'à la transformation. Là, en fin de vidéo, on va réaliser un sorbet d'Asie minier. On va se régaler, j'espère. Donc l'Asie minier, Asimina triloba, de la famille des Annonacées, est originaire des États-Unis et du sud du Canada. Partie est. Partie est. On en trouve aussi encore quelques générations sauvages dans les bassins du Mississippi et de l'Ohio. D'accord. Vers le sud alors. Oui, là c'est aux États-Unis donc. Et donc ce fruit, on a eu les premières traces écrites vers 1540. Des récits, des notes sur une exploration espagnole, donc les premiers écrits. Alors c'était le dessert préféré du président George Washington. Ah ben dis donc, j'adore les petites histoires comme ça, j'adore. Et en 1916, aux États-Unis, on offrait une prime de $100 pour qui arriverait à présenter l'Asie minier, le fruit le plus gros et le meilleur. Donc il y avait vraiment déjà un engouement pour ce fruit. Et de nos jours, on est en train de faire des essais au niveau médical. A priori, il aurait des vertus avérées contre le VIH et certains cancers. Donc voilà, des études sont en cours. Ça, toujours des précautions quand on parle santé, c'est des études en cours. C'est des études en cours, on n'est pas dans du corps médical. Voilà. J'ai juste une petite question, parce que là tu parles des États-Unis. Pourquoi on a attendu autant de temps en France? Parce qu'il y a presque 500 piges depuis qu'on l'a rencontré. Quel est le souci? Pourquoi il n'a pas fait autant une introduction en France? Eh bien, le fruit, une fois qu'il est mûr, il ne se conserve pas. Donc il ne supporte pas la manutention et du coup c'est un fruitier qui va être très bien chez soi, en circuit court, impeccable, mais après pour de là à l'importer des États-Unis, non. Mais on s'est rendu compte donc que ce fruitier, il était tout à fait acclimatable chez nous. Là encore aux États-Unis,
les fans d'Assimine ont créé une fête, le festival de l'Aziminier, ça s'appelle le Popo Show. Et en Ohio, chaque année, je crois que en 2020, c'est la 22e année où il y a un festival de l'aziminier. Alors, il y a toutes sortes d'aziminiers, les gens sont même déguisés en gros fruits d'aziminier. Ça doit être magnifique à voir. Voilà. Tu dis le Popo Show, c'est P-A-W, P-A-W. C'est ça. PAW 2 fois. En fait, ça vient de... je crois que c'est les Amérindiens. C'est une déformation de papaye. Pau, parce que le fruit ressemble un peu vaguement à une papaye. Niveau goût, parce que moi, alors la chance que j'ai, c'est que j'en ai jamais goûté encore, ça va être ma première. Niveau goût, tu dirais que ça ressemble à quoi, toi qui en as quand même goûté pas mal? Alors, niveau goût, je vais te faire patienter encore un peu avant de te dire quoi que ce soit sur le goût. Je dirais, excuse-moi. Non, mais niveau goût, je vais d'abord parler de la culture. Okay. Et après, à la fin, la cerise sur le gâteau. Allez, le popo sur le gâteau. Oui. Alors, c'est un arbuste. Il va monter à peu près entre 3 et 5 mètres de haut. D'accord, donc là il est quand même déjà bien avancé. Voilà, là il est bien avancé. Il a un port naturellement assez pyramidal. L'écorce, elle est toute lisse et grise. Il n'a pas du tout une écorce rugueuse. Alors, je vais faire un focus, vas-y, continue. Voilà. Le feuillage, on le voit là, c'est vraiment des larges feuilles qui font entre 15 et 20 cm de long. Et donc ces feuilles sont caduques, elles tombent en hiver. Avant de tomber, il prend une coloration jaune d'or, puis après il devient marron et il tombe. Ensuite, sa fleur. Alors sa fleur, il fleurit très tôt en saison, vers le mois de mars. Il fleurit sur bois nu. Il met son feuillage après, vers le mois d'avril. La fleur, sur certains, alors je mets mes lunettes, tiens voilà, là tu peux zoomer. Tu vois, ici et ici, on voit la présence de 2 bourgeons qui sont bien ronds, contrairement à ceux-là qui sont pointus. Pointus, c'est bourgeons à feuilles. Bourgeons ronds, c'est bourgeons à fleurs. Donc, dès le mois d'août de l'année précédente, on voit déjà les boutons à fleurs qui se sont formés. Les feuilles vont tomber en hiver, ces boutons à fleurs ils vont vraiment grossir, et au mois de mars, les fleurs vont éclore, vont se développer. Tout à l'heure, je vais parler un peu plus en détail de la pollinisation qui est vraiment très, très spéciale. Ces fleurs, elles sont hermaphrodites. Ça veut dire qu'elles ont en elles les organes mâles et femelles pour amener à bien le fruit. J'avais une question entre-temps parce que je pense que tu l'as zappé et vu que j'en ai fait pousser un chez moi qui est jeune, on dit qu'il pousse sous la mer, si je ne dis pas de bêtises, et qu'il lui faut beaucoup d'ombre. Est-ce que tu confirmes il paraît que le départ est très complexe. Est-ce que tu peux un peu développer ça? En ce qui concerne la multiplication, on peut le multiplier de semis. Alors le semis, c'est vrai que dans l'idéal, le semis c'est très très long à germer. Donc on peut, une fois qu'on a récolté les graines, on peut les semer tout de suite directement ou alors les conserver au frigo et les semer un peu plus tard vers le mois de novembre-décembre. Mais de toute façon, ça ne germera, la graine va gonfler, s'hydrater pendant tout l'hiver et ça ne germera qu'au mois de mars. Donc vraiment germination très longue. Et pendant tout ce laps de temps-là, quand la graine est en terre, il ne faut pas que le terreau se dessèche. Il faut vraiment que la graine, voilà, elle s'humidifie petit à petit, elle gonfle, elle sorte de sa dormance et voilà. Et quand ça germe, c'est très particulier. On a d'abord le pivot, parce que c'est un arbre qui a un gros pivot. Très bon signe, ça. Très en profondeur. Il va chercher l'eau profondément, ça c'est très bien. Donc en fait, quand la graine germe, on voit d'abord le pivot qui se développe. Et quand le pivot fait à peu près 10-15 cm... Ah, il faut des pots vraiment importants alors si on veut les... D'accord. L'idéal c'est bien des pots profonds.
quand le pivot fait 10-15 cm, hop, c'est à ce moment-là qu'on voit les cotylédons qui apparaissent, les deux premières feuilles. Ah oui, pardon, au-dessus. Ok. Voilà, au-dessus. Et encore dans le pot, moi. Ok, d'accord. et du coup, on pourrait les mettre à germer sous, les planter en pleine terre ou les laisser sous sous l'arbre mère, pas trop parce que au bout d'un moment, ils vont se faire concurrence. On va être obligé de les sortir. Et c'est une plante qui n'aime pas trop être embêtée au niveau du système racinaire. Parce que justement, ce pivot qui va en profondeur. Ah, oui. Donc l'idéal, si on veut les cultiver en pleine terre, c'est vraiment de les mettre déjà à leur endroit, de les semer déjà à leur endroit définitif. Sauf que, attention, quand la plantule sort, qu'elle est toute petite, les limaces en raffolent. Et donc, si elle mangeait que le feuillage, pas très grave encore, mais c'est surtout que quand la plante est toute petite, elles font le tour du pseudo-tronc, là, du mini-tronc, et elles mangent toute l'écorce, et la sève ne circule plus, et blop, terminé pour l'aziminier. Donc il y a vraiment à protéger de ça. Okay. Donc nous, on préfère les faire démarrer tu vois celui-là, qui est un semis qui a 6 ans, on l'a fait démarrer en pot, et quand il avait 1 an, il était à peu près comme ça. Et donc déjà le tronc un peu boisé, on l'a mis en pleine terre. Et là, il risque plus grand-chose s'il peut aller chercher les racines. Sans problème. Et tu vois, il est bien plus, il s'est développé très bien par rapport aux autres qui l'entourent, qui sont des plants greffés et qu'on voit ils ont moins bien démarré, ils ont été plantés en même temps, tu vois. Dis-moi, vu que j'habite quand même pas très loin d'Albi, donc d'ici, on a souffert. Vous avez eu des fortes chaleurs aussi, je présume. Oui. Ouais. Donc ça, au bout d'un moment, quand même, une fois que c'est parti, c'est... Au bout d'un moment, voilà. Une fois que c'est parti, c'est bon. Tiens, on peut reculer un petit peu. Tu vas voir ici d'autres jeunes aziminiers. Ça en est un, ça ? Ça en est un. Ça, là. Ah oui, il y en a partout. Et donc ici, c'est un peu l'endroit des aziminiers. Okay. Et tu vois, ceux-là qui sont jeunes, ils sont vraiment bien à l'ombre l'après-midi. Oui, je vois ça. Ceux-là, quand ils étaient petits, il y en a quelques-uns qu'on a protégés avec un petit parasol, hein, tout simplement. Ça peut se faire comme ça aussi. À condition de bien l'amarrer, pas que le parasol tombe dessus et le casse. C'est arrivé. Ah d'accord, ouais, parce que j'allais dire, ouais, quand même, ça me paraît... Ah d'accord, c'est arrivé, ok. Voilà. Donc, des fois, les trucs bêtes, on n'y pense pas, mais... Ouais, mais oui. Donc, on peut aussi les protéger tant qu'ils sont jeunes. Le parasol n'a pas eu le temps de s'enraciner. Non. C'est bon. Donc, l'idée, c'est que c'est une plante donc, qui va pousser naturellement au bord des cours d'eau. Donc, elle aime des terrains un peu souples et en même temps très frais, très meubles. En fait, le côté meuble, ça va permettre aux gros pivots d'aller s'enraciner vraiment très en profondeur plus facilement. À Montauban, on en a testé dans de l'argile. C'est vraiment les pires conditions pour lui. Et en plus, plein soleil. On en a un qui a maintenant, je crois, 7 ans. Il est plus petit que celui-là. Ah oui, donc comme quoi, s'il n'est pas stoppé dans sa course au pivot... Ça peut aller très vite. Il peut grandir très vite. Ceci dit, on l'a mis un peu dans des conditions extrêmes pour voir, il n'est pas mort. Bon, il n'a pas encore donné de fruits, tu vois, voilà. Mais il s'adapte. Donc, c'est bien que ça, parce que là, on va faire un zoom. Après, quoi dire de plus? Alors, quand tu l'as ramassé, excuse-moi, tu l'as peut-être déjà dit, quand tu as ramassé les fruits, tu peux les conserver combien de temps? Alors, quand j'ai ramassé les fruits, le fruit, voilà, on en voit, là, il y en a un très beau. Donc, là, il y en a par terre. Tiens, je vais chercher le panier pour les y mettre. Donc, en fait, quand ils sont au sol, on va les garder 2-3 jours. Ils sont tombés tout seuls, donc ils sont mûrs à point. Comment on sait qu'ils sont mûrs à point? Comme une pêche. Ils sont souples au toucher. Okay. Là, j'appuie, c'est légèrement souple. Alors, imagine ça en vente au supermarché. Tout le monde qui va les tâter, c'est fini. Non, je comprends pourquoi il a raté son introduction en France. Après, si par exemple, je ramasse, voyons qu'est-ce qu'il y a ici. Celui-là, il est encore vraiment très ferme. Normalement, la maturité idéale, on va pour les prendre et ils vous tombent entre les mains. Voilà. Tu m'as pas parlé de la rusticité aussi. On a parlé
c'est vrai. Donc la rusticité, c'est vraiment du moins 25. On est large. On est large. Après, il y a quand même quelque chose dont il a besoin, c'est qu'il a besoin de minimum 400 heures en hiver de froid en dessous de 7 degrés. Bon, c'est pas... Voilà. Mais il a besoin de ce minimum de 400 heures en dessous de 7 degrés pour pouvoir mener à bien sa floraison pour l'année d'après. Et ça, c'est déterminant. Et s'il passe vraiment toute cette accumulation de froid, il n'aura que très peu de fleurs. D'accord, c'est vachement important ça. Donc ça, oui, c'est vraiment... On n'en parle pas souvent de ça, d'un besoin de froid. De froid. Ah, et ça doit avoir un nom, ça, je ne sais pas si tu connais. Je ne sais pas. J'ai réussi à l'avoir. À chaque fois, j'essaie de trucs. C'est bien, Un arbre qui a besoin de... Oui, un arbre qui a besoin de froid pour arriver à mettre sa floraison à bien. Ouais. Et est-ce que ça a besoin d'un ensoleillement particulier pour, à l'inverse, pouvoir aussi produire? Pas à ma connaissance. Parce que même à l'ombre totale, enfin à l'ombre totale, non, à l'ombre totale, je pense qu'il donne beaucoup moins de fruits. Quand on dit ombre totale, c'est, allez, on va dire ça serait, voilà, même à la limite, ça serait presque pas ça, parce que ça, c'est l'ombre tamisée d'un arbre. Donc on a toujours quelques rayons de soleil qui passent. Et il faut bien que la plante fasse sa photosynthèse correctement aussi pour amener suffisamment de sève élaborée, de sucre. Tu dirais genre sous un auvent, quelque chose comme ça? Sous un auvent, ou vraiment l'ombre tamisée d'un arbre, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, attention, là, il y a un gros merisier, mais il est relativement loin. Je dirais qu'il y a bien 6 mètres, 7 mètres entre les deux. Parce que plus on va le mettre près d'un arbre gros qui est déjà installé, plus cet arbre va pomper d'eau au détriment du petit qui vient d'être installé. Et comme eux, ils sont très demandeurs en eau, vraiment, si on doit retenir quelque chose pour l'Asie minier, c'est soleil du matin, pas de soleil l'après-midi et suffisamment d'eau. Et là, si ces petits-là, jeunes, ils n'ont pas trop souffert de cet été qui a été caniculaire, c'est parce que vraiment, ils se trouvaient à l'ombre l'après-midi. Important. Moi, j'étais là une fois par semaine. On venait avec Sébastien une fois par semaine. Une fois par semaine, on les a inondés. Ah, carrément. Carrément. Pour qu'ils arrivent vraiment à se maintenir tant que le pivot n'est pas vraiment bien installé. Tant qu'il aille bien chercher. Voilà. Donc le fruit, si on le ramasse quand il est encore ferme, mais que la peau vire légèrement du vert au jaune, de ce côté-là, ça devient un petit peu jaune. De ce côté-là, c'est beaucoup plus vert, mais il est ferme au toucher. Là, il va se conserver à peu près 3 semaines au frigo. 3 semaines. Voilà. Après, et il va finir de mûrir comme ça. Là, on dit que c'est un fruit climactérique. Ah, j'adore les mots comme ça, climactérique. Voilà, ça veut dire qu'il continue à mûrir une fois qu'on l'a ramassé. D'accord. Donc eux, c'est le cas. Et, mais je ne connaissais pas, j'aime bien découvrir. Ça ne sera jamais aussi bon que quand il est comme ça. Là, et jaune, hein. celui-là, voilà. Ouais. Et on va le manger tout à l'heure, celui-là en frais, tu vas voir. Et vraiment... donc le goût, allez. Pour toi, après je ferai un... Quoique si tu me le dis après, je vais peut-être être orienté, donc me dis pas. Donc je dis pas. Ouais, non, c'est une bêtise de te dire, parce que toi tu connais. Je te dirais, moi ce que je ressens, comme le groseillier à macro aussi, je t'avais dit. Ça ressemblait au sorbet, tu m'en avais fait goûter un. Ouais. Et là tu m'as dit que justement qu'on allait en faire un sorbet. Oui. Donc il doit y avoir un goût crémeux. C'est alors voilà, la texture, allez, la texture, comment il fait le fruit. Donc à l'intérieur, quand on coupe, il y a 2 rangées. Mais on va le montrer ça. Oui, il y a 2 rangées de grosses graines plates. Qu'on peut ressemer. Et la chair est vraiment très crémeuse. Et il y a 0 acidité. C'est vraiment très crémeux. Et au niveau du goût, tu me diras... rajoutes du citron alors? Déjà... Tu fais comment? Tu rajoutes du citron si tu veux mettre un peu d'acidité dans ce genre de... Oui, tu vas voir, on mettra du sorbet. Je triche un peu, j'en ai vu sur la table, c'est pour ça. Bon, au niveau odeur aussi, ils sentent très très bon. Donc rien que l'odeur, déjà, ça donne quelques indications. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, alors peut-être parler de la pollinisation. Donc cette fleur,
Elle s'ouvre, on a dit, vers le mois de mars. Elle est de couleur lit de vin et en forme de cloche. Monoïque? Non, hermaphrodite. Okay. Hermaphrodite, sauf que elle est... Je vais te sortir un autre mot. Ah, oh là là, c'est grand chelem. Ces fleurs, elles font beaucoup de protogynie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si elles ont en elles les étamines, qui sont l'organe mâle et qui produisent du pollen, et le pistil, l'organe femelle, même si elles ont en elles ces deux organes, quand la fleur s'ouvre et qu'elle est encore bien en forme de cloche, seul l'organe femelle est réceptif. Et les étamines tout le tour, elles ne sont pas encore mûres. Et au bout de 2-3 jours, quand la fleur va continuer à s'épanouir, les pétales vont se retourner. Et c'est à ça qu'on le reconnaît facilement. Quand les pétales se retournent, là, c'est l'inverse. Le pistil n'est plus du tout réceptif, les étamines, oui. Donc, quand on veut polliniser à la main, on dit souvent, ben oui, vous allez prendre le pollen d'une fleur, vous allez le mettre sur une autre, hein, sauf que là, il faut vraiment choisir les fleurs avec les pétales retournés sur lesquels on va prélever le pollen au pinceau et aller les mettre sur celles en forme de cloche, où là c'est le pistil qui est réceptif, et on va mettre ce pollen sur le pistil qui est réceptif. D'accord, complexe, enfin je ne connaissais pas cette méthode. Voilà, et en plus de ça, souvent leur propre pollen est incompatible. Elles sont auto-stériles. Donc il vaut mieux en avoir quand même plusieurs. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est le pollen d'une plante voisine, d'un autre aziminier, d'un autre cultivar, d'une autre variété, qui va pouvoir polliniser et ça va s'interpolliniser. On dit pollinisation croisée. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu en as mis autant. Alors, voilà. Là, tu augmentes vraiment les chances de... Plus on en met, plus on augmente les chances. Je comprends mieux. Après, certaines variétés sont dites auto-fertiles. C'est le cas de Prima, qui est là, qui donne beaucoup d'ailleurs. Et de Sunflower, voilà le premier qui est là. Donc ces deux-là sont auto-fertiles. En sachant que si on a un tout petit jardin, qu'on n'en veut qu'un, moi je conseille Prima, plus que Sunflower. Jusqu'à présent, les essais qu'on a faits nous ont démontré que Prima produisait vraiment beaucoup plus. Après peut-être Sunflower, peut-être il faut attendre quelques années de plus, peut-être Sunflower après s'avérera aussi productif, mais bon, en sachant que quand même si on n'en met qu'un, on aura du fruit, mais bien moins que s'il y a pollinisation croisée, même pour ceux qui sont auto-fertiles. D'accord, comme beaucoup d'arbres fruitiers, on conseille toujours d'avoir plusieurs. Et après pour les plants issus de semis, donc lui, le plus gros. Tout à l'heure en haut, on va voir, j'ai déjà ramassé la semaine dernière un panier de fruits qui était tombé. C'est sur celui-là. Donc en fait, le semis, quand on a plusieurs aziminiers comme ça et qu'on fait du semis, ça s'est hybridé naturellement. Et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je dise quelque chose. Vas-y. Donc je finis avec ça, ça s'est hybridé naturellement. Et du coup, quand on sème un pépin, on ne sait pas quel fruit on va avoir. Gênant, ça. Mais gênant, oui et non, parce que c'est... Parce que quand vous vendez, si vous ne savez pas ce que vous vendez, c'est... Oui, mais dans ce cas, de toute façon, on le dit aux clients. Et puis, comment se créent les hybridations, comment se créent les nouvelles variétés? En faisant des hybridations. Et si ça se trouve, naturellement, il y a des hybridations qui se sont faites et ça va donner un truc de fou et on va tomber sur une variété qui sera géniale. D'ailleurs, moi, souvent, je le dis aux clients, si vous avez un fruit d'aziminier merveilleux, très sucré, qui se conserve, qui produit beaucoup, qui est gros avec peu de graines, rappelez-nous, vous êtes tombé sur... voilà. Et la dernière fois que je suis venu vous voir, Sébastien avait bien dit, n'ayez pas peur de ce mot hybride, ça ne veut pas tout le temps dire que c'est de la grande distribution, c'est des OGM, voilà, il ne faut pas tout mélanger. La nature hybride naturellement, pour reprendre ce qu'avait dit. Hey, je ne sais pas si on le voit au loin, il acquiesce. Exactement. D'accord, donc on peut avoir...
En hybride aussi, nous aussi, oui. Oui, donc on peut, oui, ça aussi, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qui n'est pas bon, même pareil pour les plantes. C'est pour ça que la nature a mis ça au point, hein, les variétés auto-stériles pour l'évolution de l'espèce. Voilà. Mais en tous les cas, nous, avec du semis, des fois on a des fruits un peu plus petits, des fois il y a un peu plus de graines, mais au niveau goût, ça a toujours été au rendez-vous. Tous les semis qu'on a fait, où maintenant on a du fruit dessus, on n'est vraiment pas déçus, quoi. Et... Bon bah là j'ai hâte maintenant. Plus tu me vends là, je commence à saliver. Alors il y a un truc important. On a faim. Par quoi c'est pollinisé? Bah j'aurais envie de dire par les pollinisateurs. Et oui, mais lesquels? Les guêpes. Tiens, je vais tenter vu que ça. Pas les guêpes, pas les abeilles. Alors, je vais donner un petit indice. La fleur, elle arrive donc tôt en saison, au mois de mars. Donc, déjà, il n'y a pas beaucoup d'abeilles, bien qu'il y en a quand même. Mais surtout, quand on la sent, alors quand on va passer à côté de l'aziminier, on ne va pas sentir. Mais si on met le nez sur la fleur... Ça, à la limite, c'est écœurant. Ouais. Donc, odeur un peu fétide. Les mouches. C'est les mouches. Exactement, les mouches. Ah ouais, en même temps, c'est les premières qui viennent nous embêter dans la saison. C'est les mouches, ok. Donc, dans son pays d'origine, c'est pollinisé par un papillon qu'on n'a pas ici. Mais ici, les mouches font très bien le travail. Et a priori, peut-être même à Montauban, on a énormément de fourmis. Et quand la plante est en fleurs, les fourmis, elles sont de longues dans les fleurs. Donc on se demande si aussi elles jouent pas un rôle, hein, vraiment. Et il n'y a pas de pucerons qui se mettent dessus? Alors non, il n'y a pas de pucerons. Ce fourmis, tu sais, souvent fourmis et pucerons, ils font... Mais c'est vraiment très tôt en saison et elles viennent dans la fleur. Donc il y a peut-être quelque chose qui les attire. Hein. Donc ce qu'on peut faire si on manque de ces insectes pollinisateurs, on peut très bien, il y en a qui accrochent un bout de viande avariée, ça attire les mouches et donc elles viennent polliniser. Les mouches à Montauban, ça les attire. Ah, c'est pas bête. Au pied, mettre le compost. Mais du fumier. Du fumier et tout. Génial. Du fumier, tout simplement. Excellent. Ouais. Ah, c'est énorme. Pour vous, vous avez vu les mouches vraiment se coller au... Ah oui, elles y viennent. J'ai essayé de les photographier plusieurs fois. J'ai une photo avec une mouche. C'est difficile. C'est difficile, mais ouais. Donc voilà. Tous sont précieux, mais celui-là, vous n'avez jamais entendu ça. Et après, je peux vous parler un peu des utilisations et après on va faire ce sorbet. Quand tu dis utilisation médicinale ou... Utilisation, par exemple, je sais que des études sont faites aussi. Alors, oui, tiens, il y a aussi un truc qui me vient à l'esprit. Dans le fruit, la peau et les graines ne sont pas comestibles. Seulement la chair. Important. Les graines broyées, on s'en servait avant comme anti-poux. On mettait ça sur la tête. Non, ça doit puer, alors. Non, les graines, elles ne puent pas. Ah bon? Non, c'est vraiment la fleur qui... Mais bon, voilà, on s'en servait d'anti-poux. Et des études sont faites. Toute la plante, sauf la pulpe, contiennent des tanins et des alcaloïdes et d'autres matières chimiques. Et on s'est rendu compte que ça pouvait être des puissants insecticides. Donc voilà, c'est peut-être aussi l'insecticide bio de demain, c'est peut-être aussi le popo. Va-t-on savoir? Je ne sais pas. Et niveau, tu avais dit peut-être des études sur le VIH et des cancers? Oui, donc là, c'est en cours. Hein, c'est en cours aussi. Voilà un peu toutes les utilisations. Et après, le fruit, on le mange en frais, on en fait des sorbets, des mousses, des confitures. Là, il est mature là, maintenant. Là. Donc c'est fin d'été. Oui, c'est vraiment fin d'été. Sur notre climat en France, ok. Et après, selon les... des confitures, tu disais? Oui, des compotes, des confitures, des tartes. Sec, pas trop, parce que c'est trop mou, tu vas voir, c'est très crémeux. Donc je pense qu'il faudrait le ramasser en deçà de la maturité. Et t'as essayé à l'extraction? J'ai pas essayé, c'est tellement crémeux que c'est pas juteux, c'est crémeux quoi. C'est vraiment crémeux. Ah, j'ai hâte maintenant, écoutez, je vais goûter de l'aziminier, la chance. Bon, allez. Donc voilà, là on vient de ramasser ça. Et la semaine dernière, il y avait vraiment tout ça par terre.
Donc je les ai ramassés, je les ai mis au frigo. On voit que s'ils étaient par terre, déjà c'est qu'ils étaient bien mûrs. Et on voit que finalement ils se sont conservés, enfin la semaine dernière, non, c'était il y a 5 jours, 6 jours. Ils se sont conservés 6 jours. Voilà. Oui. Donc, il y a des toutes petites taches sur certains, c'est peut-être les petits coups qu'ils ont pris en tombant. Oui, et ça aussi des fois le frottement des branches. Ça peut aussi faire cette couleur un peu marron. Okay. C'est une 15 jours, voire 3 semaines au frigo quand même. C'est un peu plus que ce qu'on dit souvent. Là, tu vois, ils ont été mis en vrac, mais s'ils mis à plat, bien, c'est à peu près 3 semaines au frigo. J'espère qu'on t'entendra, je t'ai pas mis de micro. Alors celui-là, qui était bien mûr, bien jaune, on l'ouvre. Alors, on a le choix. Ou on l'ouvre en deux, ou on le pèle. Donc, puisque la peau... Oh, déjà, je vois la chair, ça ressemble à de la mangue. Voilà. Si je ne m'abuse. D'ailleurs, son nom commun, c'est manguier de pleine terre. Manguier de pleine terre. Alors, c'est pas une mangue, hein, mais... Donc là, voilà. J'ai senti tout à l'heure un fruit. Je sentais quelque chose de très puissant. Ça avait une odeur de... Je ne vais pas le dire tout de suite avant de le goûter. Allez, ma première. Ça va venir. Voilà. Donc la chair. Je goûte. Je vais te dire s'il est bien celui-là parce qu'ils ne sont pas toujours réguliers. Ce qui fait extrêmement... Enfin, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas l'habitude d'avoir goûté quelque chose comme ça. Il est un peu chaud. Il est chaud, ouais. Il y a de la banane et de la mangue mélangées. Exactement. Et est-ce que tu as déjà goûté de la nonne? Non, parce que la rusticité, je crois que c'était 3 degrés. J'ai pas réussi à le faire pousser chez moi, donc pour en goûter encore. Puis on n'en trouve pas. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé. On en trouve d'Espagne, qui arrive d'Espagne, même dans les magasins bio, il y en a qui est vraiment. D'ailleurs, la nonne, elle a ses graines plates comme ça à l'intérieur, et la nonne, elle a vraiment la même texture. Alors attends, ne bouge pas, je me cale. On va voir les graines plates. Ok, super. Après, donc ça, je pense que c'est du semis, celui-là. Comment tu peux... D'après ce que j'ai ramassé, j'ai à peu près le souvenir que c'est du semis. Aussi, le fruit. Je vais tricher, je vais regoûter. Ah oui, allez-y. Celui-là, c'est pour goûter. Et tiens, moi aussi, je vais goûter. Allez, je vais goûter. Donc moi, je suis resté sur du mangue et banane. Donc celui-là, celui-là, il est plus fort. Je sais pas, c'était peut-être le côté. C'est le côté, peut-être. Oh, c'est très bon. C'est bon et je te parlais si on pouvait en faire du jus. Je vois tout de suite à la texture qu'à mon avis, du jus, ça doit être complexe. Et puis ça a beaucoup de caractère, tu vois, c'est puissant, c'est très puissant au niveau des parfums. Hein. C'est pas vraiment pas... c'est l'opposé d'un fruit insipide. Alors, on voit les graines, là. Ah, je dirais peut-être même un chouïa de pêche, je trouve, dans le goût. Peu, légèrement. Mais donc, on est très sur du fruit exotique au niveau des parfums, de toute façon. Donc voilà à quoi ressemble... On dit des pépins, des graines Des graines. Hop, alors attendez, je refais. Ouais, génial. Et est-ce qu'il y a besoin d'une stratification pour lancer ça? On peut les semer tout de suite à frais comme ça. D'accord. Mais de toute façon, ils ne germeront qu'au mois de mars prochain. Donc à cette époque-ci, c'est encore difficile de garder son terreau humide tout le temps pour la germination. Alors que nous, on les met au frigo, on les sème au mois de novembre. Et du coup, au mois de novembre, une fois qu'on a bien humidifié son terreau, il reste humide un mois. Donc on a moins besoin de gérer les arrosages, plus facile. Voilà. Mais les deux, on n'a pas vu de différence entre les deux. Ils germent pareil. Tu as dit tout à l'heure, juste je mets un petit peu mon grain de sel, mais ça germait plutôt en les semant à l'automne au mois de mars, mais ça peut sortir même jusqu'au mois de juin des fois les graines, faut donc pas les jeter. Hein. Des fois ça a du retard à l'allumage, et moi j'ai eu les semis qui sont sortis des fois fin mai, début juin. Donc il faut vraiment être patient. Semis automne, germer avril, mai, voire jusqu'à juin. Okay. Donc la couleur de la chair, ça dépend des variétés. C'est un peu plus jaune là, celle-là. Voilà, donc ça peut aller du crème jusqu'à l'orange. La variété mango est très orange, une chair très orangée. Sinon, niveau nutriments, niveau vitamines, tu connais un petit peu, Cécile? Eh ben oui, c'est vrai que c'est aussi un excellent fruit santé parce que c'est plein de potassium. Le potassium, ça en contient 340 mg pour 100 g. Ah ouais. Et plein de magnésium aussi, un peu moins, mais dans l'ordre de, je crois, 460 mg pour 100 g.
Je sais, ça doit être beaucoup, C'est j'ai pas les beaucoup. notions. Le potassium, c'est vraiment beaucoup. D'accord. Ouais. La vitamine, je sais pas si tu... Vitamine A et vitamine C. D'accord. Mais bon, vitamine A, oui, c'est intéressant parce qu'il n'y en a pas partout. Vitamine C, c'est pas un fruit intéressant pour la vitamine C. Mais D'accord. vraiment pour le potassium, oui. Potassium, magnésium. Bah écoute, franchement, Ouais. pour le coup, j'ai besoin de magnésium, donc je vais un peu tricher. Je vais Ouais. prendre Alors ça, faut faire gaffe quand je le... comme on disait un petit peu en off aussi, tu peux pas en manger les grosses quantités. C'est tellement, on sent le côté nourrissant, vraiment nourrissant. Et oui, oui. Donc on va en manger, quand tu auras mangé un beau fruit entier à toi tout seul, bon, tu vas t'arrêter là. C'est bien, c'est quelque chose que tu partages. Celui-là il est bon. Hein. Je Après, crois que je vais faire un Tu chant. vois tous les goûts. Je vais faire un chant d'Azimini. Tous les goûts tous les fruits ont un goût un peu différent. Hein. Il y a les stades de maturité, il y a le stade de maturité beaucoup. si le fruit est un peu souffert aussi, si la variété. collant. C'est là où on voit le sucre. C'est sucré. Très, C'est le très sucre, hein. collant. Waouh. C'est gras aussi, Le- sans le côté gras. Toi, tu le préfères mature? Ouais. Moi, je le Et préfère en Cécile sorbet. En sorbet. Mais j'ai hâte là, Mais- tu me dis sorbet, en plus, t'as Alors, la le petite sorbet, technique. Pour la petite anecdote, Mhm. il y a 3 ans, on a copié sur les Américains, on s'était fait un délire, on a dit on va faire le popo chaud. Et à Montauban, là, C'est vrai. à Montauban, on a lancé ça un peu sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, comme des imbéciles, c'était un été chaud un peu comme là, et on avait vraiment pas beaucoup de fruits, on devait avoir 3-4 fruits. C'était les premiers. Donc oh. on s'est dit, s'il y On a, était trop contents. s'il y a 70 ou 80 Vous personnes, êtes morts. on est mal. Et on s'est dit, bon, on va faire un sorbet, et avec le sorbet, laver on les va mains. pouvoir faire goûter plus de gens. Eh oui, Et en effet, bon, il n'y a pas eu 80 personnes, il y a eu une trentaine de personnes. Déjà, bah, Bon, c'est pas mal, déjà. Ce qui était déjà pas trop mal. Ça tombait bien parce qu'on n'était pas tout à fait prêts. Et du coup, le sorbet, tu vas le voir d'ici 10 minutes, avec le côté frais et vraiment le goût du fruit. ça a réussi à garder, à Ah, conserver. c'est le goût du fruit, exactement. J'espère que je vais pas Toi qui étais t'éclabousser. dans le milieu de la nuit, tu connais. hein, De on quoi mixe. on mixe, vas-y, méga mix. C'est la David Guetta de C'est la petite l'Aziminé. vodka d'Albi. Si on n'a pas ça, on peut faire avec un presse-purée. Hein. Tu peux parler de ce citron, tiens. Bah, C'est j'ai le un peu lime les- de Du citron Tahiti. de chez vous? Ben voilà, non, justement. Oh là, J'étais oh là là en train là. d'y penser, j'ai dit merde, ça va, il y a une Remboursé, pâtisserie. remboursé. Et là, Bah ça, oui, ça mais se bon. prépare, mais là, on n'en a plus. Ah mince, Donc c'est du lime seedless, là, du citron vert Oui. sans pépins. il y a eu trop de Citron petits vert, mais pourquoi il est jaune? Parce que bah, alors le citron vert, ouais, bonne question. C'est une Ah. question qui revient souvent. C'est que sous nos latitudes, le citron vert, avec le froid, il devient jaune. Ah, c'est Voilà. bon Et savoir. en surmaturité, il jaunit aussi. Et aux Antilles, par exemple, il reste vert tout le temps. D'accord. Mais quand il fait froid la nuit et que les jours sont courts, il jaunit le citron Et ouais, vert. normal, bah ouais. Voilà. Un blanc On essaie d'œuf. d'adapter. Donc ça, c'est le petit secret. Le petit Ça, il fait pas secret. mal. Hein. Ça mène vraiment le côté onctueux au truc. Et donc battu légèrement. Juste, tu vas voir, pour que ça devienne mousseux. D'accord. J'ai mon assistant derrière, il est en train Qui de va brancher brancher la les sorbetière. Ah, excellent. Il y a une escouade de techniciens derrière. Qu'est-ce que tu veux que je Oh sois là là, pas oh heureux? là là. Je regarde des gens Il va. qui vont me préparer un sorbet. Enfin, nous, mais quand même, je filme, j'ai juste à tenir, je vous regarde. Je vais pas vous proposer de l'aide, hein, sinon je pourrais pas filmer, quel Eh dommage. ben ouais. Je suis sûr qu'à France 2, ils n'étaient pas aussi équipés. T'es passé à France 2, toi. Oui, ah si, Alors, si. ouais, Si, si. Je fais rien. Mais sur du matériel plutôt ancien, mais comme quoi il était bon. Ah oui. Bah ouais. Voilà, donc tu vois, c'est mousseux, D'accord, mais comme ça. c'est pas non plus... Ok, pas énormément. Tu l'as Ouais. fait pendant à peu près 2 minutes, 1 minute. Ouais, voilà, juste que tout Oui, c'est encore devienne liquide. mousseux. Donc là, tu as mis ce que tu as broyé Les d'aziminier. 600 g de pulpe d'aziminier, Du de citron. jus de citron et mon blanc d'œuf Ok. légèrement battu. Tu vas mettre un peu de sucre. Non, je rigole. Avec tout ce qu'il y a. Et oui, quand même, le si, quand même. sucre. Eh Oui, mais quand du même. sucre. Non, mais je parlais du sucre roux ou quelque chose comme ça. Mais oui, un peu de sucre quand même Il liquide. en faut quand même. Hein. Oui. D'accord. Remarque, je peux additionner. Donc on est à... Et est-ce que parce que là, tu le mets en sucre liquide. Je rigolais tout à l'heure, mais tu peux rajouter du sucre roux, Non. par exemple? Non. Non, il faut vraiment faire un sirop de sucre. Ah, bah, tu Le vois. sucre en poudre, pas de mauvaise question. ça peut pas aller. C'est vraiment un sirop, il faut que ça soit liquide. Ok. Alors, 4 et 3, 7.
Attention, je suis diabétique. Non, Attention, tu n'as pas le droit de montrer la marque. Ouais. Ah. De toute façon, il n'y a pas 50. Fais gaffe, parce que ça, là, je vais avoir les gendarmes, c'est du canard. Après, si on va citer une marque, la dernière fois tu as fait avec le sirop de sucre de chez Menot, là, non? Ouais. C'était excellent. Quand même, hein. Excellent. Ah, je connais pas. Ouais. Menot, c'est la boîte à Bordeaux là, qui font des sirops de très bonne qualité. Ah. Et ils font un sucre de canne. Et c'est vrai que si vous avez un sorbet à faire avec, c'est au-dessus de ça. Hein. Ok. Donc après, on Bon à savoir, remue. ça. Ouais. Une belle maison. C'est bien liquide là. Hein. Oui, Vache. c'est vraiment C'est comme il faut. Une comme omelette. il faut, ouais. C'est une omelette, c'est vrai. Alors la sorbetière, nous on a une sorbetière Pas de marque, mais non, mais qui depuis fait tout à l'heure, son je propre froid. D'accord. Et ça, c'est vraiment, alors évidemment, elles valent beaucoup plus cher qu'une sorbetière à accumulation de froid. C'est-à-dire qu'elles ont souvent en dessous comme un gros pain de glace qu'on met au congèle. Et quand c'est bien pris, là, comme les pains qu'on met dans les glacières, les bleus, ouais, on le met sous la sorbetière et on verse sa préparation. Et le froid, il est là en dessous. Déjà. Mais ça a tendance, par exemple, un jour comme aujourd'hui où il fait vraiment chaud, ça a tendance vraiment à trop réchauffer rapidement. Une sorbetière qui fait son propre froid, c'est vraiment l'idéal. Parce que dans l'idéal, il faut que plus vite c'est saisi par le froid, plus ça devient mousseux et aérien. Donc elle fait son propre froid. Et après, sinon, une sorbetière, c'est des pales qui tournent. Tu gardes l'onctuosité donc. Oui. Après, avant, il y avait, moi je me souviens, ma grand-mère, elle en avait une. C'était un plat avec des pales qui tournaient. Il y avait un petit moteur donc au-dessus pour faire tourner les pales. Elle mettait le système en entier dans son congélateur. Elle faisait sortir la prise de courant par le joint, tu vois, qui écrase un peu, mais bon. Et elle branchait. Et en fait, là, tu avais vraiment tout le froid du congèle et les pales qui tournaient sans cesse. Et l'engin, il était fait pour que quand la glace devient solide, hop, les pales se rétractaient, elles se levaient, ça s'arrêtait de tourner. Okay. Voilà, c'était aussi tout bête. On en trouve encore, ces sorbetières-là, sur les vides-greniers. Et elles marchent aussi très bien. Pas de marque, mais en tout cas, ça a le même nom. Même nom. Même nom que le début du nom de votre pépinière. Voilà. Donc là, voilà, on met le moteur qui fait du froid en marche. Et là après, c'est quoi? C'est une vingtaine de minutes, tu disais? Voilà. Là, c'est les pales. On met le compte minutes, ça tourne. Donc, c'est à peu près 20 minutes. Je mets un petit peu plus. Il va falloir huiler un peu. Attention, c'est parti. Et on vide. Voilà, c'est parti. L'huile, elle est là. Tu la vois, l'huile? Ah, mets de l'huile, petit homme. on dirait aussi du beurre fondu. Hein. Ouais, une espèce de beurre. Là, ça fait 10-15 minutes? Ouais, à peu près. Tu vois, ça commence déjà ouais, c'est ça, 13 à peu près. à changer de texture. On a faim, on a faim. Ça devient une espèce de grosse mayonnaise. Ça va moins vite parce que c'est la fin. Donc ça a mis... J'avais mis un petit peu plus de 20 minutes. C'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près du coup 20 minutes. Donc j'arrête le moteur qui fait du froid. Je vais servir quelques assiettes. Très crémeux. Avec un accompagnement du jardin. Il fait chaud encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Oh oui. Donc ça... Et voilà. Brian, Waouh. bon appétit. Merci beaucoup. Donc l'idée, c'est quand il est fait, de le manger très vite. Et donc, ce qui reste, d'aller le mettre au congèle. Voilà, du coup... En fait, presque quand le sorbet est fait, il faut le mettre au congélateur, je dirais presque 1 heure pour qu'il finisse de bien geler. Mais là, on a vraiment la texture de la glace à l'italienne. Ça, faut pas le faire. C'est pas bien ça. Mais alors ça... Heureusement que tu m'as servi avant parce que dans les... sanitairement, moi, je passe pas après. Faut pas le faire. Hein. Ah oui, t'as vu, ça commence à être... honteux, hein. Ah ouais, je l'imaginais beaucoup plus frais encore comme... Bon, après le reste, on le finira. Et là, au frigo direct, c'est ça? Au congèle. Au congèle. Congélateur. Ah oui, je dis frigo. Congélateur. Et voilà. Waouh. Voilà, je l'amène. Tu me formes bien. Bon appétit les néo-autonomistes. Avant que ça coule. Hop. Il faut que tu donnes tes impressions, Brian. Alors. Ça fond vite. On retrouve immédiatement le goût. Mais c'est moins écœurant comme ça. Voilà.
Carrément. T'as vu ce côté glace? Ah oui. Ouais, puis c'est pas trop. Tu sais, quand c'est trop froid, moi ça me fait mal au crâne. Je sais pas si ça vous le fait quand tu prends un truc trop frais là. Ah ouais, exactement. C'est très très bon et je préférais même le consommer tout le temps comme ça que frais, trop frais sur l'arbre. Après, tout à l'heure, les fruits étaient un peu chauds aussi. Ouais. Donc on a perdu un petit peu. Le fruit chaud, c'est pas très bon. Le fruit, c'est un petit peu juste frais, c'est meilleur. Et là, c'est vrai qu'en glace, c'est... Alors prendre de la framboise avec, ça va très bien. Ouais, et j'imagine bien ça avec un petit peu de menthe aussi. Le mélange doit être fabuleux. Donc à chaque fois, c'est pareil, quand on fait des desserts, on fait des essais, d'accord? Qu'est-ce que ça donne? Caramel, j'en ai un. Voilà. Ou dire, bah tiens, ça va bien. Excellent. Tiens, là, un petit raisin Philippe. Est-ce qu'il va bien? Des fois, on va dire, ah bah non, ça se mélange pas. Ça, c'est verveine... Oh, c'est bon avec le Leicesteria. Voilà. J'adore le mélange là. On dirait caramel, caramel mangue. On l'avait jamais fait, tu vois. Excellent. Ah ouais. Ça va très, avec très le bien. Leicesteria, c'est extraordinaire. Mais je vais en refaire un, je vais mettre des baies dans le sorbet. Ah ouais, excellent. c'est sûr. Ah, oui.